C'est aussi le télétravail un fait juridique majeur. C'est un fait juridique majeur. D'abord, quelle est la définition qu'on peut donner du télétravail? Alors, la définition est donnée par le Code du travail. Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail qui aurait pu être exécutée dans les locaux de l'entreprise, mais qui s'exécute en dehors de ces locaux, de façon volontaire, par un salarié qui recourt aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et on a vu l'importance de cette nouvelle technologie au début, j'allais dire, de cette conférence, puisque nous avons eu à faire face, j'allais dire, aux difficultés du direct. Donc, le télétravail doit précisément, sur ces critères-là, être distingué des autres de situations voisines de travail. Le télétravail, ce n'est pas du travail itinérant, donc ce n'est pas le travail nomade, ce n'est pas le travail des commerciaux, parce que ceux-là, par hypothèse, ne peuvent pas effectuer leur travail dans les locaux de l'entreprise, et ce n'est pas davantage, d'ailleurs, le travail à domicile. Donc les télétravailleurs ne sont pas des travailleurs à domicile, puisque le travail à domicile est soumis en réalité à un statut particulier qui est distinct de celui qui s'applique au télétravail. Et les travailleurs à domicile, en réalité, accomplissent d'abord des tâches manuelles sans recours au TIC. Alors, quel est le cadre juridique du télétravail? C'est important. Au fond, le cadre juridique du télétravail, c'est un millefeuille juridique. Un millefeuille juridique est composé de couches successives de textes. Alors, la première couche, j'allais dire, commence avec l'accord cadre européen du 16 juillet 2002. Et puis, en plus, après, on a l'ANI, donc du 19 juillet 2005, la loi du 22 mars 2012 qui va introduire précisément le télétravail dans le Code du travail, et puis des dispositions particulières qui ont été, l'ordonnance, aussi, que j'avais oublié, du 22 septembre 2017, donc ordonnance dite Macron, des dispositions particulières qui ont été prises pendant la crise sanitaire sur le télétravail, et puis enfin, le dernier ANI signé, c'est celui du 26 novembre 2020. Alors, la question, c'est comment s'articulent ces différents textes? Et la réponse, c'est que ce n'est pas simple. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour essayer d'aller un peu vite? D'abord, que les dispositions légales priment sur les dispositions conventionnelles. Première règle. 2, que les dispositions issues des ANI ne s'appliquent pas à tous les secteurs d'activité, même si la majorité des secteurs d'activité sont concernés. Donc, certains secteurs, tels que par exemple, j'allais dire, la presse ou le secteur de l'économie sociale et solidaire, y échappent. 2, les dispositions issues des ANI peuvent être écartées par un accord collectif d'entreprise ou assimilée. Et puis, pour finir, gardez aussi en tête que les dispositions issues de l'ANI du 19 juillet 2005 n'ont pas été abrogées par celles de l'ANI du 26 novembre 2020 et que, de surcroît, l'ANI du 19 juillet 2005 ne s'applique qu'en cas de télétravail régulier. Donc on voit bien qu'il y a une vraie complexité dans ce millefeuille, et la complexité tient à la fois à la diversité des sources et à la difficulté à les articuler. Comment on met en place le télétravail? Alors là, la mise en place du télétravail est définie, là encore, par le Code du travail. D'abord, c'est par ordre de préférence. Le télétravail est mis en place par accord collectif d'entreprise. À défaut d'un accord collectif d'entreprise, il est mis en place par une charte qui est élaborée par l'employeur après consultation du CSE. Et c'est à défaut d'accord collectif et de charte élaborée par l'employeur que le télétravail sera mis en place par accord entre l'employeur et le salarié, formalisé par tout moyen, nous dit le Code du travail. Le Code du travail ajoute que l'accord collectif ou la charte, puisqu'on commence par eux, doivent préciser les conditions du passage en télétravail, mais également préciser les conditions d'un retour au travail sans télétravail ou retour en présentiel, ce que l'on appelle la réversibilité dans le jargon. Et de la même manière, l'accord formalisé par tout moyen entre l'employeur et le salarié, devra préciser à la fois le passage en télétravail et le retour en présentiel. Alors, quelles sont les questions juridiques posées par le télétravail? Elles sont très diverses. Elles sont très diverses et à la fois diverses et complexes. Complexes d'abord. Pourquoi complexes? Au fond, elles sont complexes pour une raison simple, c'est que le télétravail, par hypothèse, s'exécute à distance. Et comme il s'exécute à distance, il y a là une altération de la relation de travail, un affadissement du lien de subordination juridique, pourraient dire les juristes. Le lien de subordination juridique, c'est quoi? C'est le droit de l'employeur de diriger, de contrôler et de sanctionner le salarié. Comment peut-il le faire lorsque le télétravail s'exécute en dehors de sa présence? Eh bien, la réponse, c'est que c'est très difficile de le faire. Comment peut-il contrôler la durée du travail, réguler la charge de travail? Comment peut-il s'assurer qu'il respecte son obligation de sécurité à l'égard des salariés et que, en particulier, ces salariés ne sont pas exposés à des risques psychosociaux et ne souffrent pas d'isolement? Est-ce que l'employeur peut imposer le lieu de télétravail?
Est-ce qu'il peut imposer aux salariés de revenir en présentiel? Est-ce que l'employeur doit prendre en charge les frais de déplacement et comment doit-il les prendre en charge? On va précisément s'arrêter sur ces deux questions-là qui sont deux questions clés parce qu'elles se posent aux deux moments critiques de la vie du télétravail, au moment de l'entrée en télétravail et au moment de la sortie du télétravail et du retour en présentiel. Donc, fixation du lieu du télétravail et prise en charge des frais, voilà les deux questions auxquelles on va s'intéresser.